Direct sur Facebook. Notre invité cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, avec lequel on a déjà eu le plaisir d'amorcer la conversation. Rebonjour à vous aussi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous répondrez aux questions des auditeurs et des téléspectateurs à 13h15, 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Question Paul. À mes côtés, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Leparmentier du Monde, Karine Bécard de France Inter. On va commencer, Jean-Luc Mélenchon, par parler de la France, tout simplement. Vous publiez un livre aux éditions du Seuil qui est plus qu'un ensemble de mesures techniques. C'est un livre qui décrit un autre monde, qui décrit une autre France. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le modèle d'inspiration de cette autre France? Quel modèle avez-vous en tête? Deux choses, son histoire profonde, ça va de soi. L'expérience acquise en allant d'un pays à l'autre avec curiosité, examiner de plus près ce qu'étaient les révolutions démocratiques en Amérique latine, leurs réussites et leurs échecs, pas seulement de l'enthousiasme aveuglé. Et puis ensuite une prise de conscience qui, je crois, maintenant est très répandue dans notre pays. Tout le monde comprend qu'on ne peut plus continuer comme ça, ni avec autant de misère et d'inégalité, ce qui est un aspect assez traditionnel du combat dans mon existence et dans celle de beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment, mais surtout avec l'idée que le monde est en train de rencontrer une frontière qui est celle de la destruction de l'écosystème. Chaque année, la date d'entrée dans la dette, c'est-à-dire le moment où la planète n'arrive plus à reconstituer ce qu'on lui a pris, recule. Nous sommes maintenant rendus au mois d'août. Ce que le moindre vigneron de ce pays sait, c'est qu'on vendange de plus en plus tôt. Et ainsi de suite, d'innombrables signaux sont là. Et ça nous fonde, à la fois c'est angoissant, mais c'est en même temps un défi qui est passionnant, parce que ça nous refonde tous dans notre commune humanité. Et donc, un homme qui, comme moi, qui a passé la plus grande partie de ma vie à défendre un intérêt qui était essentiellement un intérêt de classe, des travailleurs, des salariés, me voici rendu à dire il y a un intérêt général humain. Alors, si on et revient... on peut régler l'un en réglant l'autre. Arnaud Leparmentier. Si on revient quand même sur les inspirations politiques, est-ce qu'il y a un modèle, un moment de l'histoire de France qui vous marque plus? 1789, 1793, la Commune de Paris, et vous proposez une constituante dès que vous arrivez au pouvoir. Donc expliquez-nous un peu dans quel état de révolte, révolution, réforme, on sera comment quand vous arrivez au pouvoir? Quel est le moment historique qui vous inspire le plus Jean-Luc Mélenchon. dans l'histoire de France? Les moments historiques sont nombreux, puis vous me connaissez, monsieur Leparmentier, alors j'ai le goût de ceci, le goût de cela, la Commune, ça me parle. La révolution de 1789, je pense que c'est ça qui nous rend tous français, si divers que soient nos origines aux uns et aux autres. Mais tout ça, ce sont des choses dont il faut se nourrir, mais face auxquelles il ne faut pas être subjugué ni vouloir reproduire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la grande aventure des Français, il y a cet événement de la Révolution de 89 qui nous apprend beaucoup de choses et qui s'est propagé au monde entier, au point que souvent, c'est pas nous qui en avons été le plus dignes des leçons. Alors, le grand événement, c'est évidemment la convocation d'une assemblée constituante, formée pour une part de gens tirés au sort, pour une part de gens élus, et le peuple français va en quelque sorte se redéfinir ensemble, en se reconnaissant des droits, en établissant des règles, en modernisant les droits. Parce que, voyez-vous, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement pour qu'il ne soit pas remis en cause à chaque fois, le droit au suicide assisté, ce sont des droits fondamentaux de la personne sur elle-même, ce sont des questions graves, sérieuses, qui ne se tranchent pas d'après des opinions partisanes, mais d'après des convictions philosophiques, d'après des... et il faut ce débat. La règle verte dans la Constitution. Est-ce qu'on reste sur le socle de la Déclaration des droits de l'homme 1789 et le préambule de 1946, oui, si je ne me trompe pas? Ça, vous ne touchez pas. Ah ben, ça reste fondateur. Parce que, eh ben oui, la Déclaration des droits de l'homme inscrit dans quel cadre toute constitution politique doit s'inscrire, puisque les droits de l'homme, de la personne humaine, on va dire, parce que c'est très daté de dire les droits de l'homme, les droits de l'être humain sont inaliénables, imprescriptibles, non négociables. Et toute tentative, toute orientation politique doit prendre place là-dedans. Par exemple, sur une question fondamentale, comme la démocratie, je l'évoque de moi-même, parce que dans le passé, dans ma famille politique, le camp socialiste, c'était une question qui était discutée. Bon, je dirais que aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les gens de ma sorte qui plaident pour la démocratie tout le temps, le vote autant qu'on peut, et les libéraux qui font les coups de force
comme en Grèce, à Chypre ou ailleurs, et qui réduisent les droits des peuples en considérant qu'ils ne savent pas bien ce qui est bon pour eux. La Commission européenne le sait à leur place, et ses commissaires. Donc on voit qu'il y a eu un retournement dans l'histoire, et ce retournement, je crois, en est un des acteurs, en propageant la doctrine qui est décrite dans l'ère du peuple, et dont vous avez la finesse de reconnaître que dans l'Avenir en commun, qui est mon programme politique en diffusion en ce moment, il y a cette vision du monde qui l'organise. Ce n'est pas une collection de mesures, c'est vraiment une vision du monde. 3 euros, ça vous rapporte beaucoup d'argent, 3 euros. Bon, ça va Arnaud, là on peut faire tourner la parole. Non mais sinon on arrête. C'est justement 3 euros, c'est pas fait pour Merci Nicolas. Karine Bécard, Nathalie Saint-Cric. Je trouve ça très romantique en fait, cette idée de convoquer une assemblée constituante. Je vois juste vraiment pas comment très concrètement, et les gens ont envie sans doute de savoir comment concrètement on organise tout ça dans un pays de 66 millions de Français, avec des gens qui auront sans doute pas tout à fait envie de prendre part à tout ça, qui sont pas fascinés et passionnés autant que nous de la vie politique. Oui, oui. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Vous convoquez tout le monde dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale? Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne faut pas faire de caricature, c'est pas bien. D'abord, cessons de prendre les gens pour des imbéciles, ça fera une grande différence. C'est pas ce que je les fais. gens se passionnent de politique, et les Français en particulier. Nous sommes et nous restons la grande nation politique, demandez-le à n'importe lequel de vos confrères dans notre pays. Il n'y a qu'en France qu'on parle tout le temps de politique, partout, au bar, au bistrot, dans le taxi, dans la rue. Bon, c'est une passion collective parce que nous sommes les enfants d'un terrible tremblement de terre. Qui est les années de la Grande Révolution et puis de la Libération. Bon, alors comment ça se passera? On élit une assemblée, voilà tout. L'article 11 de la Constitution de l'actuelle Constitution, permet la convocation par référendum d'une assemblée constituante. Bon, ben, elle se réunit. On peut y mettre cette nouveauté que moi je propose qu'on y introduise, qui serait des gens tirés au sort et d'autres élus, parce que le tirage au sort, c'est pas plus démocratique. C'est une des formes de la démocratie, mais il faut qu'il y ait le débat. Il y a des sujets très profonds, comme j'en ai évoqué tout à l'heure, les droits nouveaux à introduire dans la Constitution. Ils ne relèvent pas strictement de la coupure partisane. Mais par contre, une question, est-ce qu'on veut une république parlementaire ou une république présidentielle ou à cheval entre les deux? Ça, ce sont des points de vue sur lesquels les gens doivent pouvoir désigner des parlementaires. Je termine en disant que pendant que cette Constitution travaille, eh bien, la Constitution actuelle s'applique. Et si je suis le président de la République, et pour cause, puisque sinon cette constituante n'est pas convoquée, eh bien, on gouvernera sur la base de ce programme. Un mot encore, s'il vous plaît. Vous parliez du peuple. Je trouve très intéressant que vous fassiez mention de ça. On ne délèguera pas à la constituante tout pouvoir. Et puis ensuite, rendez-vous quand elle aura fini d'écrire. J'ai vu des expériences de constituantes que j'ai trouvées bouleversantes, notamment en Équateur, où on avait changé le lieu où se tient la constituante, ce n'est pas la capitale, et des milliers, je peux dire des dizaines de milliers de gens s'y rendaient en délégation venant des villages, des tribus, des usines, pour faire leur demande, ce qu'ils souhaitaient qu'on introduise. Et je crois que c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors moi, je suis dans une difficulté, je ne peux pas dire ce qu'il y aura dans la Constitution, après avoir dit que je suis contre la monarchie présidentielle. Donc, Nathalie Saint-Cric. Sur la philosophie de votre 6e République, vous écrivez dans votre livre qu'il faut lutter contre les communautarismes fielleusement entretenus. Vous dites également qu'il faut renforcer les anticorps républicains. Quelle est exactement votre position sur la République? Et je reviens un petit peu sur cette idée de laïcité, puisque vous dénoncez le communautarisme. Vous êtes quelqu'un qui est un militant laïque. Concrètement, est-ce que ça se traduit dans votre préambule, dans votre Constitution, et comment? Est-ce que ça change dans ma vision des choses? Oui, je suis très profondément hostile au communautarisme, mais tous les communautarismes, c'est-à-dire aussi bien celui qu'exprime le CRIF, d'une manière hargneuse que l'on connaît, que d'autres organisations communautaires. Je suis contre le communautarisme. Nous sommes tous français et nous ne relevons que de la loi. Nous n'avons pas d'autre représentation que nos députés. Alors, ils nous plaisent ou ils nous déplaisent, mais nous nous soumettons à la loi et à ce mode de représentation. Donc, le communautarisme est un problème aujourd'hui parce qu'il va contaminant. J'ai vu qu'il y avait un conseil représentatif des associations noires de France. Eh bien, je suis très hostile à cette forme d'organisation. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une réunion qui, paraît-il, était racialisée et où un journaliste a cru intelligent d'aller. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, mais concrètement, par exemple, vous dites on ne finance aucun monument. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tant de millions de musulmans qui ont des salles de prière pourries, on ferme les yeux et on ne veut pas savoir?
Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça, fermer les yeux, pas le droit. J'ai pas le Qui droit. êtes-vous pour réclamer à leur place des choses qu'ils ne vous demandent pas? Quand Oh, bah, avez-vous vu, Vous savez pardon très bien que le madame, problème de la Saint-Christ, construction des mosquées quand se pose. avez-vous vu une délégation de musulmans venir vous dire payez-nous une mosquée? Rappelez-moi quand c'était et qui composait cette Il délégation? n'y a pas d'organisation suffisamment Jamais. construite. Jamais aucun croyant n'a demandé à l'État Donc, il y a pas de d'aller problème. On financer. essaye de s'entendre à L'État, Bordeaux non, mais pour avec construire les une maires, mosquée. voilà. On essaye de À s'entendre Marseille, il y avait un pour construire une projet. mosquée. À Strasbourg. Peut-être bien, mais Jean-Luc je veux vous Mélenchon. dire que, attention aux gens qui s'autoproclament représentants des religions Donc vous, et font président, valoir ça leurs droits. Pour moi, les bâtiments cultuels sont payés par les fidèles, point final. C'est simple et clair comme position. Pas de puisque taxe à vous l'âne, m'interrogez. rien pour financer le culte. Les croyants se payent leurs bâtiments et font leurs prières comme il leur convient, car la liberté de conscience est fondatrice de la laïcité. Je voudrais le rappeler. La laïcité n'est pas une religion, n'est pas un point de vue parmi d'autres. C'est un mode d'organisation de la vie ensemble. Donc on sépare les églises de l'État de manière absolument stricte. Je dis les églises pour englober tout le monde, toutes les religions, Mais quelles vous qu'elles surveillez soient. quand même ce qui se dit à l'intérieur des mosquées ou pas? Ah ben, dans ce pays, il est interdit de conspirer contre la République, il est interdit d'injurier des gens à raison ou de leur sexe ou de leur conviction, et cela est puni. Mais il n'y a pas besoin d'inventer des lois nouvelles, il faut appliquer celles qui existent. Ce qu'il faut faire avec force et vigueur, c'est s'interdire les traitements particuliers. Par exemple, protester contre les prières de rue des musulmans et ne rien dire quand il y a des prières de rue de fanatiques qui s'en vont devant les cliniques ou les hôpitaux où l'on pratique l'IVG. Il faut être le même dans toutes les circonstances. Et surtout, je voudrais exprimer le point de vue d'une masse de Français qui sont accablés de ces histoires de religion et qui en ont par-dessus la tête. La plupart d'entre nous, croyants ou incroyants, souhaitent avant toute chose qu'on respecte leur droit à une pratique religieuse ou pratique religieuse privée, personnelle, sans ostentation. Or, tous les cultes, m'entendez-vous ? Tous, notamment au niveau européen, réclament la possibilité de cette ostentation. C'est-à-dire qu'on les voit, qu'ils soient dans l'espace public. Ça a même été mis parmi les droits fondamentaux du traité de Lisbonne, par une annexe, hein, pas directement dans le traité, fort heureusement, par une annexe. Eh bien, moi, je suis contre tout ça. Alors, après, ça donne que sur le territoire de la République française, je suis pour l'abolition du concordat, que je ne confonds pas avec le droit social en Alsace-Moselle. Le droit social d'Alsace-Moselle, je propose plutôt qu'on l'étende à tout le pays. Je propose qu'on abolisse les conventions de Charles X qui s'appliquent à la Guyane française, etc., etc. La laïcité, c'est simple, si tout le monde s'y met, avec l'état d'esprit ouvert qu'on doit avoir, qui ne doit pas être un état d'esprit de hargne contre les uns ou les autres. Mais la religion chez elle, l'État chez lui. Voilà, il n'y aurait pas de règle plus simple que ça. Les 100 jours, Arnaud Le Parmentier. Et comment vous commencez par diriger les 100 jours? C'est quoi vos 5 premières mesures? Alors, on a parlé de la Constitution, donc ne revenons pas là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne revenons pas là-dessus? C'est Bah si, vous venez décisif. d'en parler longtemps, donc... Ah bon, pardon. On a compris. on Je va ne pas veux parler vous de tout ça. lasser, mais quand même, c'est important. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi les 5 premières mesures? Ça, c'est le truc du journaliste, les 5 premières mesures. Mais Bon, tout je se t'en donne tient. 3. Non, mais les urgences, Je les les prends. priorités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre mes chapitres un par un. On a déjà fait la 6e République. Donc, on passe au suivant. Ça s'appelle partager la richesse. Bon, eh bien, on commencera par augmenter. Hein? Pourquoi ça vous va? Ça, c'est bien, non? Alors, on change la fiscalité. Bon, ça c'est le modèle le plus simple. Tout le monde le comprend. Évidemment, il faut augmenter les salaires, mais on va d'abord parler de la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité fait ployer la classe moyenne, c'est-à-dire les uns payent rien, au milieu ils payent tout, et puis à l'autre bout ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sauver, carapater à la première occasion, partir en Suisse ou ailleurs ou en Belgique. Alors ça évidemment pour eux la fête est finie avec moi, puisque j'établirai la taxation différentielle. C'est un truc que les Américains ont inventé, ils se font respecter, vous savez, ils téléphonent dans les banques françaises et ils demandent, ils exigent des banques qu'elles disent quand il y a un soupçon d'américanitude. Donc un Français est taxé partout dans le monde, où qu'il soit, sur tous Oui. ses biens. Alors, il est taxé de la façon suivante. On ne va pas non plus l'assassiner. Hein. Bon, il est taxé de la façon suivante. Il paye ses impôts dans le pays dans lequel il se trouve. Ben, c'est normal. Mais ensuite, il faut voir si ça correspond. Qu'est-ce qu'il aurait payé en France avec ce qui reste? Eh bien, on le taxe là-dessus. C'est mon cas. Comme député européen, je suis taxé d'abord à l'Europe, et puis ensuite, je déclare mes revenus au fisc français, qui fait la différence. Si j'ai trop payé, il m'ordonne. Si j'ai pas assez payé, il m'en prend. Et je trouve ça très bien. De cette manière-là,
on oubliera le fantasme de toute discussion sur la fiscalité qui est de dire il y a ceux qui vont se sauver. Ils se sauveront peut-être, mais ils iront pas loin. En tout cas, pas du point de vue du fisc, parce que nous les rattraperons. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous redoutez un moment panique à bord, comme il y a pu avoir en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir, et que ça a été stupeur et sidération? Quand on parle des 100 jours... Le franc. Voilà. Quand on parle des 100 jours, est-ce que vous imaginez ce type de réaction-là? C'est possible, il y a toujours des gens étranges. Hein. Je me rappelle, en 81, on en a attrapé à la frontière. Oui, qui partait avec les lingots. valises. Oui. On emmène, comme disait Danton, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses chaussures. Au bout de 2 ans, ça a été machine arrière toute. Vous êtes quand même revenu. Enfin, vous n'étiez pas au Oui, gouvernement, mais j'étais déjà dans la course, j'étais militant. Il y a eu, on remet, on rentre dans le rang. On a eu la même chose avec votre ami Tsipras en Grèce. Non, c'est même pas le après même son cas. référendum, il a dû rentrer dans le rang, Alors, reprendre l'austérité. Donc, au bout de combien de temps Mélenchon rentre dans le rang? Vous allez, d'abord, soyons méthodiques pour ne pas tout embrouiller. En 1981, il était possible de conspirer contre la monnaie française. Nous avons eu 4 dévaluations, un contrôle d'échange et quoi encore, un emprunt forcé. Je le dis pour tous ceux qui continuent tant d'années après de s'ébahir du fait qu'en 1983, il est fallu adapter la tactique. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur le Parmentier, ce qui m'étonne beaucoup, car vous êtes amoureux de la vérité, nous n'avons strictement rien changé. C'est-à-dire que tout ce qui était pris, on l'a gardé. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que tout ce qui a été nationalisé est resté nationalisé. Les augmentations de salaire sont restées, les augmentations de minima sociaux sont restées. Mais on a mis le doigt dans un engrenage, j'en conviens, qu'à l'époque on ne connaissait pas. Bon, maintenant on le connaît. Mais justement, entre-temps, nous avons eu l'euro. Et moi, je réagis sur la question de l'euro comme le représentant d'une grande économie du continent, et qui ne s'effacera pas comme ça. Les Allemands, c'est 20% de l'économie du continent, ils vendent surtout des voitures et des machines-outils, et les Français, c'est 18% qui vendent un peu de tout et fabriquent un peu de tout, quand leurs gouvernants ne vendent pas les usines aux autres. Bon, nous voilà tels que nous sommes. Et dans cette situation, nous avons les moyens de faire entendre notre voix, et c'est ce qui se passera avec moi. Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire, pardon monsieur Demorand, mais vous ne pouvez pas dire harmonieusement la parole. Ce ne sera pas comme Tsipras, parce que Tsipras c'est 2% de l'économie européenne, et au demeurant, il a eu tort de céder, mais il lui manquait cette expérience du rapport de force, qui est peut-être inhérente à mon mauvais caractère, que vous soulignez tout à l'heure, mais moi je ne me laisse pas faire. Donc on ne m'impressionne pas, et si j'avais été Tsipras, même avec 2% de l'économie européenne, j'aurais dit, en jetant de grosses larmes, je suis désolé, j'adorerais payer, mais je ne peux pas. Donc décréter la banqueroute de la Grèce, je m'en vais. Eh bien, à ce moment-là, les Français payaient 40 milliards et les Allemands 65. Je vous garantis que Mme Merkel aurait couru dans le couloir pour rattraper M. Tsipras et le ramener à la table en lui disant « Attendez, on va arranger ça ». Et on peut arranger ça. On peut maintenant parler, si vous voulez, des difficultés financières de l'Europe, c'est peut-être le moment de le faire, mais franchement, quand on en est à voir le banquier central, imaginez qu'il donne tous les mois 60 millions de SMIC aux banques, parce que c'est ce qu'il fait en donnant 80 milliards tous les mois, vous le savez comme moi, monsieur le Parmentier, qui ne donne aucune espèce de résultat. Pardon de vous dire qu'un Mélenchon qui arrive là, quand il dit c'est pas la bonne méthode, vous avez les gens qui écoutent, ils se disent il a peut-être raison quand même. Non, Nathalie Saint-Cric, pardon. Oui, Je veux bien parler. Oui, c'est tout à fait compréhensible. À propos de l'attitude de chacun, quand le Mélenchon arrive et qu'on se calme, il y a un certain nombre de choses qui semblent un peu idéalistes, voire naïves dans votre programme. Je parle notamment des réfugiés. Il y a en tête de chapitre une phrase qui est « éviter aux migrants de devoir fuir leur pays ». On est tous d'accord. La suite, c'est arrêter les guerres par une diplomatie active. Est-ce que vous ne pêchez pas régulièrement en rêvant d'un monde merveilleux, pas forcément financé, ou vous pensez que simplement quand vous allez arriver, les migrants ils vont rester chez eux On comprend bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est pas un peu facile d'avoir un programme comme ça? Oui, arrêter les guerres, c'est vraiment un exercice très facile. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Non, mais Madame Saint-Cric, il y a 2 possibilités. Vous en avez expérimenté une, pas vous, pardon, mais on en a expérimenté. Ils ont expérimenté pendant plus de 15 ans une méthode. Voilà. On prend les gens, on les jette à la mer, on les bloque si on peut, accord de Dublin, chacun se débrouille avec les gens qui arrivent sur leur côte, etc. Et vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Non, il n'y a rien qui marche. C'est une aberration et nous aboutissons à des horreurs du genre la jungle de Calais, des milliers et des milliers de gens sur les routes en train de marcher avec les gosses dans les bras et se faisant matraquer à chaque frontière, etc. C'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Même si vous arrivez, vous n'allez pas les forcer à rester chez eux. Prenons les choses dans l'ordre. On peut peut-être essayer autre chose qu'à intervalles réguliers d'installer des barbelés, de creuser des fossés et de mettre des murs. On peut peut-être essayer autre chose. Mais j'en conviens. Vous pouvez en rester où vous en êtes, parce que c'est ce que proposent de faire les autres.
Hein, Mais non. on n'a pas Non, compris. ils disent on fait du développement en Vous Afrique. savez très bien qu'il y a des pour aides éviter- bilatérales pour maintenir les gens en c'est Afrique. très précis, mon affaire. Arrêter les guerres, c'est une chose très précise. C'est un travail de diplomatie. Il faut arrêter les guerres, on sait le faire. Si on discute des problèmes qui se posent, aussi longtemps qu'on fait semblant de croire qu'en Syrie et en Irak, le problème de la guerre, c'est la religion, on n'arrivera à rien. Parce que le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Il n'y a pas de gazoduc, monsieur Mélenchon, il n'y a pas de gazoduc en Afghanistan, il n'y a pas de gazoduc au Mali, il n'y a monsieur pas, le il y a pas de Parmentier, vous gazoduc me en décevez Érythrée. cruellement. Vous me décevez cruellement. Il n'y avait pas de gazoduc en Afghanistan. Ben, c'est que vous n'avez pas compris le Il sens. faut passer au-dessus de la Exactement. Et tout le monde se battait pour savoir si ça traverserait d'un côté Voilà. pour aller en Inde ou si ça irait du côté de la frontière méditerranéenne. La guerre d'Afghanistan n'a pas d'autre raison d'être que celle-là. Des guerres impérialistes, donc. Ce sont des guerres traditionnelles pour l'accès aux matières premières, pour l'accumulation de la richesse. Et dans l'affaire de la Syrie, c'est tout à fait ça au point de départ. Et on prend cet exemple, la guerre. Vous voyez, j'ai été choisir le dossier le plus embrouillé, la guerre d'Irak et de Syrie, dans laquelle chaque jour, vous les journalistes, vous êtes obligés de tout réexpliquer pour expliquer pourquoi le Turc qui hier était un allié, le lendemain devient un faux frère, pourquoi un jour il tire sur les Kurdes qui combattent Daesh tout en prétendant qu'ils combattent les islamistes. Bon, tout ça, c'est tellement compliqué que les gens finissent par se dire, oh, tout ça, c'est bien lointain. Mais moi, je dis, ces guerres doivent s'arrêter. Et la France de M. J'explique comment. Mélenchon fait quoi? La France de M. Mélenchon fait quoi? Vous dites, je sors de l'OTAN. Est-ce que vous êtes une France qui intervient ou une France Qui laisse faire. Qui se replie. qui se replie ou Non. qui joue son rôle à hauteur de sa population et de sa richesse dans le monde? Non. Le rôle de la France est considérable. Du fait de sa richesse, nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde, ne l'oubliez jamais. Deuxièmement, nous sommes bien armés, bien équipés pour intervenir. Alors Regardez donc, le c'est pas le nucléaire sujet. français, tout S'il ça. vous plaît, Arnaud. Bon, alors attendez, je viens de S'il prendre vous le plaît, cas des s'il vous guerres. plaît. J'ai pris le cas des guerres. Maintenant, il y a un autre cas qui nous concerne directement au niveau européen, c'est les accords que nous passons avec les pays africains. C'est-à-dire des accords où l'Europe exporte son modèle économique, elle le dit, c'est écrit dans son traité, n'est-ce pas? Elle exporte le libre-échange et elle l'impose à des pays qui ne sont pas en état de résister. Les Européens, au début, on faisait l'Europe pour ne pas faire comme les Américains. Maintenant, nous faisons pire qu'eux. C'est-à-dire que nous imposons à tous ces États d'abattre leurs droits de douane, nous leur imposons d'accepter nos marchandises qui arrivent en masse, exterminent les cultures vivrières, les gens partent des campagnes pour aller aux villes, nourrissent des flots d'immigration considérables. Nous pouvons faire l'inverse. Et pour le faire, il n'y a pas besoin d'aller avec notre petite tirelire qu'on irait casser. Tous ces gens ne demandent pas notre pitié. Ils demandent de l'aide sur un point très précis, qu'on leur donne premièrement de l'énergie, et nous sommes capables de le faire, l'énergie solaire, les autres formes d'énergie, et deuxièmement, les crédits qui permettent d'équiper. Et donc tout ça est simple à régler, sauf que c'est absolument contradictoire avec le libre-échangisme, la liberté de circulation des capitaux et la domination des grandes multinationales sur le monde, notamment celles qui sont sur les céréales, sur les... Jean-Luc Mélenchon, j'ai le pire rôle sur ce plateau qui est celui de tenir l'heure et d'essayer d'arrêter Arnaud Le Parmentier. Les deux problèmes sont liés. Il est 12h53 et j'aimerais accueillir Delphine Evenou. Question politique sur France Inter. Mais oui, toutes les semaines, nous recevons sur le plateau un reporter de la rédaction du Monde, ou cette semaine donc de France Inter. Delphine, bonjour. Bonjour Nicolas. La désobéissance civile, dites-nous. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Madame. J'ai rencontré des désobéissants qu'on appelle les faucheurs de chaises. Ils multiplient les actions ces dernières semaines. Ils volent des chaises, donc dans des agences bancaires, lors d'opérations symboliques pour dénoncer l'évasion fiscale. Ces militants, ils attendent avec impatience le procès de l'un d'entre eux. Ce sera le 9 janvier à Dax. John Palais va comparaître pour vol en réunion, vol de chaise. Il risque jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ce procès, les militants l'attendent avec impatience parce qu'ils ont l'intention de renverser les rôles et d'en faire le procès de l'évasion fiscale. C'est ça, le but de la désobéissance civile, c'est de rentrer dans l'illégalité pour faire émerger sur la place publique un débat. La question de l'évasion fiscale, en l'occurrence, elle fait un quasi-consensus au sein de la classe politique. Et pourtant, m'a raconté Benjamin, il fait partie du collectif Les Désobéissants, ce serait bien de passer des condamnations aux actes. Il dit, je cite, « Les hommes politiques savent, ils ont les moyens, mais laissent faire ». Autre militant, autre association, Wilfried, il est chargé des actions au sein d'Attaque. Il fait le même constat, celui d'une panne démocratique.
Les élections, c'est bien, ça fait partie de la mobilisation citoyenne, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il a des mots très durs. Il parle de défaillance du politique, de renoncement de la classe politique qui pousse les citoyens à agir autrement. Alors, Monsieur Mélenchon, je ne vais pas vous titiller sur la désobéissance civile que vous approuvez. Vous avez soutenu des militants de la Confédération paysanne qui ont été jugés pour des dégradations sur la fameuse ferme des 1000 vaches dans la Somme. Mais tout de même, quand vous entendez ces termes de défaillance, de panne démocratique, de renoncement, vous qui êtes député européen, vous qui avez été conseiller départemental, sénateur, ministre, vous qui êtes concrètement depuis 30 ans au pouvoir, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu visé? Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce J'ai 2 minutes désenchantement? pour répondre à un aussi terrible On réquisitoire. pourra y revenir après, mais commencez, amorcer la 2 ans, madame, en tant que ministre. Amorcer la réponse, Le reste Jean-Luc du Mélenchon. temps, je n'avais aucune espèce de pouvoir légitime. Mais je vais vous répondre quand même parce que c'est un sujet très sérieux. Allez-y, vous pouvez amorcer. Ils ont raison de dire ce qu'ils disent ce qu'ils disent. Et je suis totalement solidaire de ce qu'ils font. Mais je ne suis pas la bonne personne à interpeller, chère madame. La bonne personne, c'est M. Juncker, président de la Commission, qui a organisé de manière méthodique pendant 18 ans la fraude fiscale sur tout le vieux continent et qui est aujourd'hui le président. Et que lui dit-on à lui? Pourquoi ne l'interpellez-vous pas? Il faut l'interpeller. Il ne vient pas le dimanche dans les émissions politiques. Mais je réponds vous avez sur ce point, madame, de dire qu'il y a une défaillance parce qu'il n'y a pas la volonté de poursuivre, comme on dirait, jusqu'au fond de chaque compte en banque, ce qui se passe. Il y a un changement, Monsieur Mélenchon. Il y a un changement avec tous les accords. Jean-Claude Juncker, il a à la fois des nouveaux convertis, non? Il n'y a plus d'accord au Luxembourg, ça a beaucoup changé. Oui, il n'y a plus de paradis fiscaux, c'est ça que vous voulez dire? Je vous pose la question. Ah bon, ça s'est amélioré, oui. Il y a des paradis fiscaux. Cahuzac vient d'être condamné. Oui, mais il y a des paradis fiscaux, il y en a en Europe, et pour l'instant, ceux qui sont condamnés, c'est ceux qui les ont dénoncés. Ça a été le cas pour le cas du Luxembourg. Celui qui est condamné, c'est celui qui a dénoncé. Et le journaliste qui était avec lui, dans les mêmes conditions. Donc oui, vous avez raison. Il n'y a pas de raison que ça nous coûte 1000 milliards par an au niveau européen, 80 milliards par an en France. Et j'aime mieux vous dire que si je suis élu, il y a des choses qui vont immédiatement cesser. La justice pourra saisir elle-même directement d'un dossier fiscal, alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de droit particulier de Bercy pour bloquer